Les geishas, entre art et survie, l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Elle l'appelait l'art de vivre. Mais derrière les kimonos brodés et les sourires mesurés, se cachait une existence qui était tout, sauf poétique. Imaginez une enfant de 6 ans, arrachée à sa famille. Vendue à une maison close déguisée en école d'art. Transformée en objet vivant, entraînée pendant des années à divertir, à séduire sans jamais céder, à sourire pendant que son corps hurle de douleur. Les geishas ne sont pas ces courtisanes romantiques que Hollywood vous a vendues. Elles étaient des survivantes d'un système qui broyait les filles pour en faire des œuvres d'art ambulantes. Et leur histoire, celle qu'on efface soigneusement des cartes postales, est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Ce soir, nous plongeons dans l'univers impitoyable des geishas. Là où chaque geste était contrôlé, chaque sourire calculé, et où la beauté se payait au prix de l'enfance volée. Si ces récits enfouis de destins sacrifiés vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres vérités que l'histoire préfère maquiller. Entrons maintenant dans ces maisons, où les fillettes perdaient leur nom pour devenir des ombres parfumées. L'enfance confisquée. Vous naissez à Edo, le cœur vibrant du Japon. Une ville grouillante de salons de thé, de marchands de riz, de moines errants, et d'au moins 4 personnes par pâté de maison qui pensent être la réincarnation de seigneurs de guerre. Vous êtes une fille, ce qui signifie que votre destin est déjà réduit à 3 options historiquement palpitantes: épouser quelqu'un d'ennuyeux, devenir homme et vivre avec des regrets, ou entrer dans l'Okiya, la maison des geishas, et passer les 2 prochaines décennies à servir du thé à des aristocrates ivres, tout en prétendant que c'est valorisant. Vous avez 6 ans. Vous pensez encore que les insectes sont intéressants, et vous n'avez aucune idée que vos parents ont pris une décision. Vous allez devenir geisha. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous promène dans les rues dans votre plus beau kimono, qui gratte et est bien trop serré. Mais bientôt, très bientôt, votre vie insouciante faite de collations et de siestes sera remplacée par une éducation rigoureuse en suppression émotionnelle. L'Okiya ressemble à une bibliothèque qui aurait épousé un temple, et élevé un enfant devenu émotionnellement distant. La femme qui ouvre la porte est Edoka-san, la mère de la maison de geisha. C'est le genre de personne qui peut évaluer votre valeur rien qu'à votre façon de vous incliner. Vous essayez de sourire. Elle ne le fait pas. Vos parents s'inclinent profondément, prononcent quelques mots, et vous laissent derrière comme un échange d'otages très poli. Vous avez officiellement été remise. Vous n'êtes pas adopté. Vous êtes maintenant une propriété. Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez à faire la révérence à travers le traumatisme. La shikomi, esclave invisible. Vous êtes maintenant une shikomi. C'est un mot élégant pour dire « enfant qui frotte des choses ». Vous frotterez les sols, préparerez les bains, porterez l'eau, et pleurerez occasionnellement dans votre manche. En silence, bien sûr. Votre travail consiste à observer les geishas, ne jamais parler, et tout absorber par osmose. Vous dormez dans le couloir. Vous mangez en dernier. Et vous devez de l'argent à la maison pour le riz que vous venez de renverser. Les geishas elles-mêmes flottent devant vous comme des êtres surnaturels. Leurs cheveux sont sculptés. Leurs pas sont silencieux. Leur regard dit, n'osez même pas respirer trop fort. Vous n'êtes qu'une éponge ambulante en sandales de bois. Mais vous observez. Vous apprenez. Et si vos genoux tiennent le coup, un jour, vous aussi pourrez glisser à travers une pièce sans qu'on vous demande d'aller chercher les serviettes. Vos journées commencent avant le lever du soleil, et se terminent quand votre dos cesse de fonctionner. Vous balayez les sols en tatami, attisez les feux de charbon, lavez des tissus de kimono qui coûtent plus cher que votre âme, et allez chercher des choses. Toujours chercher, des pantoufles, de l'eau, du thé, plus d'eau, les bonnes sandales, les autres bonnes sandales. À midi, vous avez marché plus que la plupart des samouraïs ne marchent en un an. Et que le ciel vous aide si vous faites du bruit. Les shikomi doivent être silencieuses. Silencieuses comme une maison hantée. Ne parlez que lorsqu'on vous parle, et quand on vous parle, répondez rapidement, mais pas trop rapidement, ou c'est irrespectueux. De plus, ne regardez pas directement les geishas seniors à moins qu'elles ne vous regardent, auquel cas vous regardez trop. Honnêtement, cligner des yeux est un acte politique à ce stade. On ne vous enseigne rien formellement. Il n'y a pas de classe. Toute votre éducation est observation, humiliation et répétition. Vous apprenez à plier un obi en regardant quelqu'un le faire à la vitesse de la lumière. Vous pratiquez l'inclinaison jusqu'à ce que votre colonne vertébrale dépose une plainte. Vous essayez de ne pas pleurer lors de votre 15e service de thérapie.
mais d'une manière ou d'une autre, vous commencez à comprendre comment elles tiennent l'éventail juste ainsi. Comment le rire est chronométré comme un battement de tambour. Comment marcher est une chorégraphie d'orteils et de timing. Vous réalisez qu'être geisha ne concerne pas seulement la beauté. Il s'agit de précision, de contrôle, et d'avoir les réflexes sociaux d'un diplomate dans une usine de mines terrestres. L'art de la posture, torture élégante. Maintenant que vous avez maîtrisé l'art subtil de porter du thé et de ne pas exister, il est temps de perfectionner votre ensemble de compétences. Non, pas la danse ou le jeu d'instruments. Ne vous emballez pas. D'abord, vous devez apprendre à vous asseoir pendant des heures sans bouger, ou respirer trop vigoureusement. Bienvenue à l'entraînement de posture, l'ancienne tradition japonaise hautement respectée consistant à transformer vos genoux en bretzel et votre colonne vertébrale en bambou. Vous vous agenouillez en seiza, la position assise formelle où vos jambes sont pliées soigneusement sous vous, votre dos est droit, et votre circulation abandonne discrètement. Au début, vos jambes s'engourdissent après 3 minutes. Ensuite, elles commencent à murmurer des menaces. Après 10 minutes, tout votre bas du corps a légalement déclaré une mutinerie. Mais vous n'êtes pas autorisé à bouger, à vous étirer, ou à crier, parce que les geishas sont gracieuses. Elles ne se tortillent pas. Elles ne gigotent pas. Elles endurent la douleur comme si c'était un choix esthétique. Vous commencez également à vous incliner constamment. Il existe des dizaines de façons de s'incliner, chacune avec des variations subtiles. Une inclinaison de salutation, une inclinaison de gratitude, une inclinaison d'excuse, une inclinaison « s'il vous plaît ne me punissez pas d'exister ». Vous apprenez à baisser la tête à l'angle précisément correct, à la maintenir pendant le nombre précisément correct de secondes, et à vous relever avec une douceur normalement réservée au papier de riz se dépliant dans une brise. Bien sûr, vous allez vous tromper. Tout le monde se trompe. Vous vous inclinerez trop vite, ou trop peu profondément, ou, horreur des horreurs, toucherez le sol avec le bout de vos doigts à l'angle exactement incorrect. Quelqu'un vous grondera avec l'intensité douce d'un fantôme déçu. Mais quelque part entre les crampes et les crises internes, quelque chose se produit. Vous commencez à tenir votre tête plus haute. Vos mouvements deviennent plus silencieux, plus délibérés. Vous devenez moins enfant, plus ombre. C'est là que vous commencez à comprendre. La formation de geisha ne concerne pas le théâtre. Il s'agit de contrôle, sur votre voix, sur votre corps, sur la façon dont le monde vous voit. Vous apprenez à disparaître magnifiquement. La Maiko, poupée vivante. Après des années de frottage de sol, de torture des genoux et de développement de la posture d'une statue modeste, vous entendez enfin les mots que vous attendiez, vous êtes prête à devenir Maiko. C'est comme si on vous disait que vous avez été promu de fantôme à être humain ornemental. Félicitations. Vous êtes maintenant une Maiko, une apprentie geisha. Ce qui signifie, ironiquement, que la vraie souffrance ne fait que commencer. Premier arrêt, les cheveux. Votre tête va maintenant être transformée en sculpture vivante. Des coiffeurs professionnels arrivent avec de la laque, de la cire, des épingles, et un sens du calme inquiétant. Ils tordent vos cheveux dans le style iconique Nyongami, un arrangement complexe qui prend des heures à créer, et environ un éternuement mal chronométré à détruire. Et vous ne pouvez plus dormir allongé. Non, non. Vous devez utiliser un takamakura, un oreiller en bois conçu pour garder votre tête surélevée, afin que vos précieux cheveux ne touchent rien, surtout pas le bon sens. Dormir comme ça est un test de volonté et de force du coup. Vous vous y habituez. En quelque sorte. Finalement. Peut-être. Maintenant vient la tenue. Votre nouveau kimono est une bête brodée. C'est magnifique, lourd, et conçu par quelqu'un qui détestait clairement les épaules. Les manches sont assez longues pour balayer un petit jardin. La ceinture obi est nouée dans un nœud élaboré qui se trouve à mi-hauteur de votre dos, et pèse environ autant qu'un bambin. S'habiller chaque jour nécessite de l'aide, souvent de 2 ou 3 autres personnes qui ont mémorisé l'art ancien d'enrouler du tissu autour d'un corps humain jusqu'à ce qu'il soit composé à 75% de kimono et 25% de regrets. Ensuite, il y a les kanzashi, vos ornements de cheveux. Ils sont beaux, saisonniers, et suffisamment tranchants pour être qualifiés d'armes légères. Vous les portez comme une couronne, mais ils diffusent également votre rang et votre stade de formation. Une mauvaise épingle à cheveux, et tout le monde dans la pièce sait que vous avez commis un crime de mode punissable par la honte. En tant que Maiko, votre travail consiste à observer, imiter, et occasionnellement servir du thé tout en étant habillé comme une fleur de cerisier sensible.
Vous n'êtes pas autorisé à parler trop librement, à rire trop fort, ou, que le ciel vous en préserve, à poser des questions. Vous êtes de l'art, pas du commentaire. Le Misedashi, premier jour en enfer doré. Il n'y a pas de moment unique, achat, vous vous réveillez en pensant, oui, je suis maintenant une apprentie geisha appropriée. C'est plus comme une promotion cérémoniale lente, enveloppée de soie, d'encens et de stress de bas niveau. Mais le jour officiel où vous débutez en tant que Maiko, c'est différent. Ce jour-là vient avec cérémonie et pression. Pensez-y comme la version de la période Edo d'un bal de débutante, sauf qu'au lieu de danser et de punch, il y a l'agenouillement, la transpiration, et au moins 2 heures complètes de coiffage avec de la cire chaude. Vous vous êtes entraîné pendant des années, vous vous êtes incliné plus qu'une statue religieuse, et avez mémorisé la façon compliquée de verser du thé sans avoir l'air de verser du thé. Maintenant, enfin, vous pouvez montrer votre visage, pas en blanc bien sûr, à l'élite de Kyoto. Et il vous juge poliment, intensément, silencieusement, avec des éventails pliants. Vous portez votre kimono le plus élaboré à ce jour, des couches de soie vibrantes qui coûtent plus que la maison de votre famille de naissance. Il est si long qu'il traîne derrière vous comme un regret très coûteux. Votre hobby est noué dans le style d'Harari, une longue ceinture traînante qui crie « Oui, je suis nouvelle ici. S'il vous plaît, admirez ma souffrance. » Votre visage est entièrement peint maintenant. Poudre de riz blanche du front au cou. Accent rouge et noir sur vos yeux. Lèvres peintes en arc parfait, bien que seulement la lèvre inférieure au début, parce qu'apparemment l'élégance débutante est une affaire de demi-lèvres. Vous marchez dans les rues dans vos okobos, ces sandales à plateforme qui servent également de dispositifs de torture médiévaux, pendant que tout le monde se retourne pour regarder. Pas parce que vous êtes célèbre, mais parce que vous êtes une Maiko nouvellement frappée, et c'est une vue rare. De plus, vous marchez très, très lentement. C'est la seule vitesse disponible. Ensuite vient votre Misedashi, votre cérémonie de début formelle. Vous rencontrez des clients pour la première fois, saluez des mécènes, et vous produisez pour des aînés qui se souviennent de l'époque où leur cou fonctionnait encore. Chaque pas, sourire et gorgée de thé est un test. Et l'échec n'est pas puni par des cris. Il est puni par la déception, ce qui est pire. Mais d'une manière ou d'une autre, vous survivez. Vous traversez le rituel, la performance, le défilé. Vous ne trébuchez pas, ne renversez rien, et n'offensez pas un dignitaire. En termes de geisha, c'est une victoire massive. Et comme ça, vous êtes officiellement une Maiko. Mi-enfant, mi-icône en porcelaine, œuvre de performance à plein temps. Le maquillage, armure blanche. Être Maiko s'accompagne de nombreuses responsabilités, verser du thé, danser, prétendre ne pas entendre les insinuations effrayantes. Mais aucune d'entre elles ne se compare à votre rituel quotidien le plus sacré, le visage. Votre routine de maquillage est maintenant une opération militaire à grande échelle. Étape 1, enduire votre visage, votre cou et votre poitrine d'une épaisse couche de poudre de riz blanche, qui sent la craie, a la sensation de la colle, et trouve d'une manière ou d'une autre son chemin dans votre âme. Elle sèche plus vite que votre volonté de vivre, et se fixe comme du plâtre. Une fois qu'elle est appliquée, vous n'êtes plus humaine. Vous êtes une toile. Étape 2, les sourcils. Les vôtres ont disparu, couverts de poudre. De nouveaux sont dessinés au charbon de bois. Fins, sombres, et sérieux comme s'ils avaient un secret. Étape 3, les yeux. Vous tracez vos paupières avec un mélange de pigments rouge et noir, soigneusement appliqué avec un pinceau si fin qu'il pourrait peindre sur des grains de riz. Un tic, et vous êtes passé d'apprentie élégante à raton laveur en thé. Et puis les lèvres. En tant que Maiko Junior, vous n'êtes autorisé à peindre que la lèvre inférieure. Pourquoi? La tradition. Aussi quelque chose de vague sur la modestie et ne pas prendre trop confiance en soi. Vous la peignez en rouge, soigneusement formée comme un petit arc. C'est considéré comme beau. Cela fait également ressembler le fait de manger à une installation artistique compliquée. Les erreurs ne sont pas tolérées. Tache sur la lèvre, recommencer. Eyeliner inégal, inacceptable. L'eyeliner n'existe même pas encore. Vous utilisez des minéraux en poudre mélangés avec de la salive et du désespoir. Une fois que vous avez terminé, vous vous regardez dans le miroir, et voyez quelque chose à la fois ancien et terrifiant. Une poupée. Une poupée blanche brillante, fragile et belle, avec la force de base d'une danseuse et l'apport calorique quotidien d'un écureuil. Mais voici la chose. Sous le masque,
vous apprenez le pouvoir. Ce look commande l'attention. Il dit, je suis la tradition enveloppée dans la performance, et je jugerai votre technique maladroite de baguette. Le maquillage n'est pas pour la vanité. C'est pour l'armure. Il vous sépare des femmes ordinaires. Il dit à tout le monde que vous êtes ici pour performer, pas participer. Il dit aussi à vos porcs qu'ils ne sont plus nécessaires. Espérons que vous n'étiez pas trop attaché à respirer par votre peau. Vous ne portez pas ce visage pour vous-même. Vous le portez pour que les autres oublient que vous n'avez que 15 ans, et commencent à vous traiter comme de l'art. Les armes cachées, chamisants et conversation. À première vue, vous pourriez penser que les plus grands outils d'une geisha sont sa beauté, son kimono, ou peut-être l'épingle à cheveux en métal tranchant qu'elle garde purement à des fins décoratives. Mais vous auriez tort. Ces vraies armes sont doubles, le chamisan, et l'art ancien japonais de faire en sorte que les hommes maladroits se sentent intéressants. Vous apprenez le chamisan, un instrument à 3 cordes qui ressemble à une spatule armée, et sonne comme un banjo mélancolique. En jouer nécessite de la grâce, du rythme, et des doigts qui ne se crampent pas comme du calmar salé. Vous pratiquez pendant des heures quotidiennement, produisant des bruits qui commencent comme « chat en détresse » et évoluent progressivement en ambiance respectable. Vos professeurs sont impitoyables. Une note manquée vous vaut un soupir. 2 notes manquées vous valent un sourcil levé. 3 notes manquées, et vous êtes renvoyé pour accorder l'instrument jusqu'à ce qu'il sonne moins comme un accident de cuisine. Mais la musique n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, la conversation. Vous n'apprenez pas simplement à parler. Vous apprenez à parler autour des choses. Comment flatter sans mentir. Comment suggérer sans promettre. Comment garder un homme engagé dans le dialogue, sans lui permettre de réaliser que vous organisez mentalement la routine de danse de demain tout en hochant la tête poliment. Vous pratiquez la subtilité comme un art martial. Si un client mentionne qu'il est riche, vous souriez doucement et changez de sujet vers la lune. S'il essaie de flirter trop audacieusement, vous complimentez son goût en sandales et offrez plus de saké. Vous êtes la reine de la déflexion gracieuse. Et oh, la poésie. Vous mémorisez des centaines de poèmes sur les fleurs, les rivières et le chagrin. Vous pouvez citer Bacheux tout en versant du thé, et avoir encore assez de bandes passantes pour remarquer qui a trop bu. Tout en gardant votre dos droit, et votre voix une octave plus haute que vos cris internes. À ce stade, vous avez réalisé qu'être maïko ne concerne pas le divertissement. Il s'agit de gérer l'émotion. La vôtre, celle de vos clients, celle de la pièce. Vous lisez les humeurs plus vite que vous ne lisez les syllabes. Vous savez quand rire, quand faire une pause, et quand prétendre que vous n'avez pas entendu quelque chose d'horrible. C'est votre nouvelle vie. Mi-musicienne, mi-thérapeute, tout performance. Et la partie effrayante, vous devenez vraiment bonne à ça. Le dana, le mécène qui possède. Ah oui. Le dana. Le mot sonne élégant, vaguement mystérieux, et juste assez poli pour cacher ce qu'il signifie réellement, un mécène masculin riche, qui soutient votre carrière avec des cordes d'obligation tissées si étroitement qu'elles pourraient servir de nœud coulant. Vous entendez parler du concept très tôt. Un dana, disent-ils, est un homme respecté qui apprécie les arts, finance votre formation, et aide avec les coûts extravagants du kimono, des ornements de cheveux et de la survie générale. En retour, vous êtes censé lui tenir compagnie, le faire se sentir important, et idéalement ne pas courir en hurlant dans la nuit. Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas un roman de Jane Austen. C'est une transaction commerciale portant une robe de soie. Vous ne choisissez pas votre dana. La maison choisit. Votre okazan pèse la réputation, la richesse et les connexions sociales, comme un sommelier reniflant l'insécurité vieillie. Vous, pendant ce temps, on vous dit de sourire et de prétendre que l'homme devant vous, qui a 40 ans de plus que vous et respire comme un bœuf fatigué, est fascinant. Maintenant, pour être clair, tous les danas ne s'attendent pas à certaines faveurs. Certains sont de véritables mécènes des arts, qui apprécient simplement la compagnie d'une femme bien formée et intelligente qui peut discuter de poésie et de politique sans pleurer ni interrompre. D'autres ne le sont pas. Les frontières sont vagues, culturellement non dites, et la pression est immense. Vous devez à votre maison. Vous devez à votre avenir. Vous devez à vos genoux, qui palpitent actuellement sous encore 10 livres de tissu. Et alors, vous apprenez l'art de l'équilibre émotionnel. Vous gardez les choses légères, amicales, respectueuses.
Vous devenez maître dans l'art de faire en sorte que les hommes se sentent adorés, tout en gardant votre âme en sécurité scellée derrière un sourire. Si le travail émotionnel était taxable, vous mettriez le shogunat en faillite. Parfois, ça marche. Un dana pourrait vous parrainer pendant des années, vous protégeant de la ruine financière, et offrant juste assez de distance pour garder les choses supportables. D'autres fois, vous développez la capacité à vie de vous dissocier en temps réel, tout en hochant la tête à une histoire sur les taxes sur les céréales pour la 15e fois. De toute façon, le système ne concerne pas l'amour. Il concerne l'influence. Et la seule façon de survivre est d'apprendre à incliner la balance en votre faveur, tout en portant 3 couches de brocart et en prétendant que la pièce n'est pas en feu. Les okobos, chaussures de torture. Un jour, quelqu'un vous tend une paire de chaussures qui ressemble à de petits bâtiments en bois, et dit « Mettez ceci ». Elles s'appellent okobo. Des sandales à plateforme imposante, faites de bois massif sans droit d'exister. Conçues non pas pour le confort, mais pour la cérémonie, l'élégance, et peut-être la vengeance. Ces sandales sont portées exclusivement par les maïkos, ce qui signifie que si vous les portez, on s'attend maintenant à ce que vous flottiez, pas marchiez, dans les rues de Kyoto sans vaciller, trébucher ou éclater en larmes. Les okobos vous rendent plus grande, plus majestueuse, moins humaine. Vous ne marchez plus comme une personne. Vous glissez comme une procession de sanctuaire. L'objectif est de bouger avec tant de grâce que personne ne remarque que vous vous battez en réalité pour votre vie à chaque pas. Elles n'ont pas de coussin. Bien sûr qu'elles n'en ont pas. C'est le Japon des dos. Vos pieds palpitent. Vos mollets crient. Votre équilibre devient un travail à plein temps. Que Dieu vous aide s'il pleut. Les okobos glissantes sur les rues pavées transforment chaque trajet vers un salon de thé en parcours d'obstacles de niveau olympique. Le son qu'elles font, un clop-clop aigu, est délibéré. Quand une maïko marche dans la rue, les gens savent. Ce rythme cliquetant est votre nouvelle bande sonore. C'est beau. C'est traditionnel. Cela permet également à tout le monde dans un rayon de 5 pâtés de maison de savoir où vous êtes à tout moment. Subtilité surévaluée. Finalement, vos jambes s'adaptent. En quelque sorte. Vous développez des muscles dans vos chevilles que vous ne saviez pas exister. Vous apprenez à tomber avec dignité. Vous perfectionnez l'art de prendre les virages lentement, gracieusement, et avec juste la bonne quantité de placement théâtral du pied. Et juste au moment où vous pensez avoir maîtrisé la chose, quelqu'un ajoute un hobby de 12 livres à votre taille, et vous envoie à un dîner client avec 3 volets d'escalier. Porteur des okobos est un rite de passage. C'est aussi un rappel public que vous êtes encore apprenti. Les geishas complètes portent des chaussures plus plates, parce qu'à ce moment-là, elles ont gagné le droit de ne pas souffrir aussi visiblement. Vous gagnez encore, un stand vacillant à la fois. Geisha vs courtisane, la ligne floue. Clarifions quelque chose. Une geisha est une artiste. Vous performez. Vous dansez. Vous chantez. Vous versez du saké avec élégance, et flirt si subtil qu'il pourrait passer pour la météo. Vous existez dans l'espace sacré entre admiration et distance. Vous êtes une œuvre d'art ambulante, dont le pouvoir réside dans la retenue. Vous dites juste assez. Vous révélez juste assez. Vous existez dans l'espace entre admiration et distance. Une courtisane, ou Iran, est une compagne de haut niveau formée dans l'art du plaisir. Leur travail implique également des couches de performance, mais avec une différence distincte. Le leur se termine généralement dans une chambre. Le vôtre se termine par des applaudissements, une révérence et des pieds endoloris. La confusion visuelle n'aide pas. Les deux portent des kimonos élaborés. Les deux portent des coiffures ornées. Mais voici votre anti-sèche. Si l'hobby est noué à l'avant, c'est une courtisane. Accès rapide. Si c'est noué dans le dos, c'est une geisha. Sortie lente. De rien. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand vous êtes dans une pièce pleine d'hommes qui ont regardé un mauvais film, et pensent que geisha est un code pour invitation exotique. Alors vous développez une compétence, l'art de corriger poliment quelqu'un, tout en lui faisant sentir qu'il vous a appris quelque chose. C'est de l'aïkido linguistique. Vous dites des choses comme « Ah, comme c'est gentil de votre part d'être curieux ». Nos traditions sont assez différentes de cela. Sourire, siroter, rediriger, répéter. Vous donnerez cette même explication 100 fois dans votre carrière. Elle ne cessera jamais d'être nécessaire. Mais à chaque fois que vous le faites avec grâce, vous réaffirmez la frontière.
Une phrase douce à la fois. Parce qu'être geisha signifie ne jamais perdre son calme, même quand quelqu'un vous confond avec quelque chose que vous n'êtes pas. Encore une fois. L'art du non sans dire non. En tant que maiko et éventuellement geisha, on s'attend à ce que vous maîtrisiez la musique, la danse, l'étiquette, et la compétence délicate de paraître ravi tout en écoutant un homme parler de tarif sur le riz pendant 2 heures. Mais votre compétence la plus utile est la moins enseignée, dire non sans jamais utiliser le mot non. Voyez-vous, vous ne pouvez pas simplement rejeter quelqu'un directement. Ce serait grossier et, pire, disgracieux. Personne ne paie une geisha pour être franche. Votre valeur réside dans la subtilité, dans la suggestion, dans la capacité à pivoter loin d'une proposition comme un papillon en sandales. Disons qu'un client devient audacieux. Peut-être qu'il se penche un peu trop près, complimente vos yeux un peu trop souvent, ou lâche le classique, peut-être pourrions-nous nous rencontrer quelque part de plus privé. Vous ne le giflez pas. Vous ne criez pas. C'est de l'amateurisme. Au lieu de cela, vous souriez, inclinez la tête, et dites quelque chose comme « Ah, vous devez être très populaire auprès des femmes ». Cette phrase n'a exactement aucune substance, mais elle le flatte, redirigez la conversation, et vous achète 10 secondes pour remplir sa tasse et prétendre que cela ne s'est jamais produit. Un autre classique, oh, quel dommage. Je suis terriblement occupé ce jour-là. Cela fonctionne même quand il n'a pas spécifié de jour. Vous êtes toujours terriblement occupé, parce que l'emploi du temps d'une geisha est un mystère enveloppé de soie et de déni plausible. Ou vous déployez l'ancien standard, le rire. Juste un petit rire amusé, suivi d'un doux hochement de tête et d'un changement de sujet. C'est une danse, une où vous menez et il ne réalise jamais vraiment. Avec le temps, vous devenez courante dans le langage de la déflexion. Vous pouvez rejeter quelqu'un 3 fois de suite, tout en lui faisant sentir qu'il est l'invité d'honneur. C'est épuisant, oui. Mais c'est une forme d'art, transmise de femme en femme comme un livre de sorts secrets, écrit en mouvement d'éventail et en grâce passive-agressive. Parce que voici la vérité, le travail d'une geisha n'est pas de se livrer au désir. C'est de le gérer, de le canaliser, de faire en sorte que la pièce se sente magique, tout en gardant les 2 mains sur le volant. Et si tout le reste échoue, souriez, inclinez-vous et dites « Quelle pensée intéressante ». Cela fonctionne généralement. Les guerres silencieuses de l'Okiya. L'Okiya peut sembler sereine. Des murs en papier, un éclairage doux, le doux grattement du shamisen flottant dans l'air. Mais ne vous y trompez pas. C'est un champ de bataille. Pas un avec des épées ou des cris. Non, les guerres de geisha sont plus silencieuses, plus tranchantes, comme être lentement assassiné avec des compliments. Chaque maison de geisha est un écosystème soigneusement géré, et à l'intérieur vit une jungle secrète de hiérarchie, de rivalité, et de vengeance mesquine servie en soi. Vous êtes entouré de femmes intelligentes, compétitives, et formées pour sourire à travers une guerre ouverte. Quelqu'un a-t-il emprunté votre hobby sans demander? Oh, comme c'est attentionné. Une autre maiko est-elle arrivée au dîner avec la même épingle à cheveux saisonnière? Quelle coïncidence! Votre solo de shamisen a-t-il été soudainement réaffecté à quelqu'un d'autre à la dernière minute? Juste un malentendu. Le genre qui profite toujours à la fille la plus populaire. Vous apprenez rapidement. Tous les sourires ne sont pas gentils. Tous les compliments ne sont pas réels. Et ne laissez jamais, jamais vos cosmétiques sans surveillance. Il y a un code, bien sûr. Vous ne criez pas et ne giflez pas. C'est pour les non-formés. Ici, la vengeance est servie avec élégance. Une syllabe supplémentaire dans un haïku. Une mauvaise étape soulignée poliment pendant la pratique. Un murmure subtil à un client que peut-être, juste peut-être, vous avez entendu quelque chose d'intéressant sur le comportement de cet autre maiko lors de la dernière cérémonie du thé. Les rumeurs dans l'Okiya se propagent plus vite que le feu sur une lanterne en papier. Vous essayez de rester au-dessus de tout cela, bien sûr. Mais finalement, vous serez entraîné. Peut-être êtes-vous la nouvelle favorite. Peut-être que votre danse était trop bonne. Peut-être que quelqu'un est juste d'humeur, et soudain vos sandales ont disparu. Coïncidence? Sûrement. Vous survivez en apprenant à être gracieuse stratégiquement. Vous maîtrisez l'art de complimenter quelqu'un tout en impliquant le contraire. Votre nouveau kimono est si audacieux. Je ne pourrais jamais porter quelque chose d'aussi osé. Finalement, vous vous élèverez au-dessus de tout, littéralement. En tant que geisha complète,
vous surpasserez les apprentis, et obtiendrez votre propre chambre, vos propres clients, et moins de déversements accidentels sur votre tenue. Mais jusque-là, bienvenue aux guerres d'éventail. Elles sont silencieuses. Elles sont impitoyables. Et elles se livrent avec grâce, timing, et un haussement de sourcils occasionnel bien placé. Vous n'avez pas besoin d'armure ici. Vous avez besoin d'un miroir, d'une mémoire, et de la capacité de dire merci comme si c'était un avertissement. La geisha accomplie, l'illusion devenue réalité. Après des années d'agenouillement, d'inclinaison, de sourire et de résistance à l'envie de crier dans votre hobby, le jour arrive. Vous n'êtes plus une Maiko. Vous êtes maintenant une geisha. La transformation est subtile. Pas de défilé dramatique, pas de feu d'artifice de félicitations. Vous vous réveillez simplement un jour, et au lieu d'être la fille en formation, vous êtes la norme vers laquelle tout le monde s'entraîne. Et bizarrement, vos genoux font encore mal. Votre garde-robe change. Fini les kimonos de Maiko aux couleurs vives et aux manches hautes, qui vous faisaient ressembler à un arrangement floral ambulant. Votre nouveau look est plus sobre, plus élégant. Comme si vous aviez enfin gagné le droit de vous habiller comme quelqu'un avec des opinions. Vos cheveux, que les dieux en soient remerciés. Ce n'est plus une sculpture hebdomadaire faite de cire et de volonté. Vous portez maintenant une perruque. Oui, une perruque. Elle est plus lourde que votre tête, et prend encore une demi-journée et un miracle à coiffer. Mais au moins, vous pouvez dormir comme un humain normal à nouveau. Ce qui veut dire mal est sur un futon. Mais le plus grand changement, vous performez maintenant seul. Vous ne suivez plus. Vous menez. On s'attend à ce que vous accueilliez, divertissiez et charmiez sans assistance. Vos solos de chamisant sont plus longs. Vos conversations sont plus spirituelles. Vous devez être calme, posé, et surtout, en contrôle. Les clients ne vous voient plus comme mignonne. Ils vous voient comme puissante. Pas d'une manière brandissant l'épée et brûlant les châteaux, mais de la manière où un seul sourcil levé peut faire dérailler une conversation entière. Vous avez maîtrisé la subtilité. Vous avez transformé la grâce en arme. Les gens écoutent quand vous parlez. Ou plutôt, quand vous choisissez de parler, parce que les geishas connaissent le véritable art du pouvoir, le silence utilisé avec parcimonie. Et avec ce nouveau statut viennent de nouveaux fardeaux. Vous devez encadrer les jeunes Maiko. Vous devez sourire à des clients à qui vous avez déjà souri 1000 fois. Vous devez porter le poids de l'héritage, des attentes, de milliers d'années de performances culturelles. Mais au fond, quelque chose est différent maintenant. Vous ne prétendez plus. Vous êtes devenu la personne que l'Okiya vous a sculptée. Pas seulement une femme en kimono, mais un symbole vivant de raffinement, de mystère et de travail émotionnel parfaitement calculé. Vous n'êtes plus en formation. Vous êtes la tradition. La retraite, s'effacer dans l'ombre. Vous avez donc survécu. Vous avez dansé, versé du thé, souri à travers des siècles de tradition, et évité de trébucher dans les okobos assez longtemps pour atteindre le chapitre non dit de chaque histoire de geisha. Et maintenant ? Parce que voici le secret que personne ne vous dit, les geishas ne prennent pas vraiment leur retraite. Pas au sens traditionnel. Il n'y a pas de cérémonie où quelqu'un vous remet un éventail en or et une note de remerciement. Vous n'obtenez pas de pension. Vous vous effacez simplement progressivement des projecteurs, comme une bougie brûlée jusqu'au bout. Certaines geishas deviennent enseignantes. Vous devenez celle qui corrige l'angle d'inclinaison de quelqu'un d'un seul regard. Vous démontrez le shamisen pour la 100e fois, sachant pertinemment que la Maiko devant vous pense au déjeuner. Vous êtes devenu l'héritage, la preuve vivante que la grâce vieillit bien et survit à la mode. D'autres deviennent mères de maison. Elle Oka-san. Oui, elle. La femme qui jugeait autrefois votre révérence comme un crime. Et maintenant, c'est vous, debout près de la porte coulissante, inspectant la nouvelle shikomi avec l'expression de quelqu'un se demandant si le pot de riz est en train de brûler. Vous dirigez la maison. Vous établissez les règles. Et vous décidez qui s'élève, et qui nettoie l'entrée à nouveau jusqu'à ce qu'elle apprenne à marcher sans ressembler à une stampede. Certaines geishas se marient discrètement, stratégiquement. Peut-être même avec un ancien dana qui respire encore, et a les bonnes manières de ne pas demander combien tout coûte. Vous échangez une forme de performance contre une autre, l'art de sourire à travers la domesticité. Mais de nombreuses geishas continuent simplement. Plus lentement, plus silencieusement, mais toujours tranchantes. Vous organisez des rassemblements plus intimes.
vous devenez moins une question de performance, et plus une question de présence. Vous dites moins, mais cela signifie plus. Votre hochement de tête peut changer le ton d'une pièce. Votre absence devient remarquable. Il n'y a pas de grande sortie, pas d'appel de rideau final. Vous vous déplacez simplement dans l'ombre, toujours enveloppé de soi, bougeant toujours comme un poème avec des chevilles. Et même lorsque vos apparitions publiques se font rares, votre nom reste. Transmis par les jeunes geishas qui pratiquent encore les gestes que vous avez perfectionnés il y a longtemps. À ce stade, vos genoux ont définitivement la forme de tapis tatami. Votre dos se redresse par instinct. Votre voix, toujours mélodique, a du poids. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle doit rarement l'être. Vous n'êtes plus seulement une geisha. Vous êtes la mémoire rendue visible. L'héritage, élégance indélébile. Vous ne trouverez pas votre nom gravé dans la pierre, ou imprimé dans les manuels scolaires. Vous ne deviendrez pas viral. Il n'y a pas de clip viral de vous versant du thé avec une élégance chirurgicale, ou récitant de la poésie waka entre des accords de shamisen. Mais votre héritage n'est pas du genre qui a besoin de volume. Il vit dans la prochaine fille, agenouillée trop longtemps sur des jambes douloureuses, essayant de ne pas maculer sa peinture de lèvres alors qu'elle perfectionne un demi-sourire qui cache l'épuisement et rayonne de charme. Il vit dans la façon dont l'éventail s'ouvre, net, précis et silencieux. Un geste plus ancien que la plupart des empires. Il vit dans les espaces silencieux entre les mots lors d'une fête, où votre présence change encore l'atmosphère, même si personne ne se souvient de votre date de début, ou du nom du client qui a acheté votre premier peigne saisonnier. Votre travail n'a jamais été d'être bruyante. C'était d'être inoubliable de manière que la plupart des gens ne sauraient pas expliquer. Captiver, ne pas séduire. Suggérer, ne pas déclarer. Transformer un dîner en cérémonie, et un regard en déclaration. Et à travers tout cela, vous avez survécu. Vous avez survécu à la formation, au poids de la tradition, aux chaussures qui ont essayé de vous tuer. Vous avez survécu aux suppositions, à la compétition, aux clients qui confondaient performance et permission, et aux rumeurs qui ne semblaient jamais s'estomper aussi vite qu'elles étaient inventées. Mais surtout, vous avez survécu avec élégance dans un monde qui exigeait la perfection et le silence. Vous avez créé un espace pour l'autopossession. Vous avez sculpté une vie qui était à la fois performance et résistance, tout en ne levant jamais la voix. Et peut-être que personne ne prononcera votre nom à voix haute quand ils raconteront l'histoire de Kyoto. Mais quelqu'un sirotera du thé juste ainsi. Quelqu'un marchera en kimono sans bruissement. Quelqu'un sourira avec un regard indéchiffrable, et dira juste assez, et pas un mot de plus. Et à ce moment-là, vous serez encore là. Pas comme un fantôme, mais comme un héritage. Voilà ce qui se cachait derrière les sourires peints et les kimonos brodés. Une enfance volée, une liberté confisquée, une vie transformée en spectacle permanent. Les geishas n'étaient pas ces courtisanes romantiques de vos fantasmes occidentaux. Elles étaient des survivantes d'un système qui transformait les fillettes en œuvres d'art vivantes. Si cette plongée dans une réalité que personne n'ose raconter vous a marqué, dites-le en commentaire. Et pour découvrir d'autres vérités que l'histoire a maquillées, abonnez-vous à Historicus. Parce que derrière chaque mythe se cache une histoire qu'on préfère oublier.